Bienvenue à Chengdu, je suis dans la 6e plus grande ville de Chine. C'est la capitale de la province du Sichuan, 20 millions d'habitants. Et cette région est très réputée pour deux choses. Pour sa nourriture très épicée, on a le fameux piment du Sichuan, mais également pour une autre raison, c'est un animal emblématique de la Chine et surtout emblématique de cette ville, car on a un centre de recherche qui est consacré à cet animal que je visiterai un petit peu plus tard. Et cet animal, je vais vous donner un petit indice, vous allez peut-être le reconnaître. On comprend rapidement quand on est dans cette ville que c'est vraiment la capitale du panda et qu'il ne faut surtout pas passer à côté de l'opportunité de l'observer dans le centre de recherche. Mais j'irai voir les pandas un peu plus tard. Je voulais commencer déjà cette immersion dans la ville de Chengdu par le quartier très populaire, le quartier commerçant. On est samedi, beaucoup de gens sortent et profitent. On a un centre commercial, on a une rue piétonne, des restaurants. C'est très animé. C'est le quartier, le district de Jinjiang, je crois. Je vais me promener un petit peu dans les rues pour commencer cette immersion dans Chengdu. Je suis là quelques jours. Je vais pouvoir faire quelques attractions phares. Et l'idée, c'est de vous montrer à quel point cette ville est agréable et plutôt relaxante. Je suis sur le toit d'un centre commercial et ce centre commercial est connu parce qu'on a le fameux panda géant qui est l'escalade et c'est du coup une attraction populaire ici. Et on a même une file d'attente pour prendre des photos avec. Il est 14 h, j'ai toujours pas mangé, j'ai pas forcément envie de me poser dans un restaurant, mais j'ai vu une enseigne Food Street. Je sais pas ce que c'est, je pense que je vais trouver mon bonheur ici. Jusqu'où ça descend? Bonne question. Et ça me rappelle le food court, les food courts de Bangkok. Et en parlant de food court de Bangkok, si vous avez loupé ma vidéo, allez voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur les food courts à Bangkok. Et c'est exactement un food court. C'est le premier food court que je trouve en Chine. Alors qu'est-ce qu'on a à manger ici? Inutile de vous dire que la plupart des plats sont épicés. Je vois du rouge de partout. Ça fait quelques jours que je suis en Chine et je commence à m'y faire au piment assez puissant. Bon, alors il faut savoir qu'en Chine, c'est très compliqué. Dans les restaurants, tout est écrit en chinois. Donc il était indispensable d'avoir une application de traduction ici, de prendre en photo le menu. Et encore, la traduction est très souvent approximative. Donc c'est vraiment galère. Regardez, tout est en chinois. C'est très très rare de rencontrer des gens qui parlent anglais, que ce soit même des jeunes, des moins jeunes. C'est très compliqué ici. Il faut se fier aux photos. Et une des questions qu'ils nous posent, généralement, c'est est-ce qu'on veut du piment? Ça, j'ai compris plus ou moins quand ils me demandaient, parce que ici, quasiment tous les plats sont épicés. Parfois, je commande sans trop savoir ce que je vais avoir. Il faut se caler sur des photos. Et parfois, dans des restaurants, on n'a pas de photos. Donc, je vous laisse imaginer à quel point ça peut être compliqué. Faut être assez éclectique en termes de nourriture parce que on ne sait pas trop des fois ce qu'on va manger, quel type de viande on va manger aussi. J'hésite, je regarde les photos du coup, je regarde pas les menus. J'ai vu quelque chose qui semble m'intéresser. Je vais utiliser mon application pour savoir ce que c'est précisément. J'ai finalement opté pour un plat à base de bœuf et de légumes. On va tester ça. J'ai demandé non épicé. C'est très savoureux. Une plaie ici en Chine, voilà c'est ça, les scooters sur le trottoir. Ils sont électriques, donc on les entend pas venir pour la plupart du temps. Beaucoup sont des livreurs, comme ça ils se posent juste devant les restaurants. Mais regardez, deux autres scooters vraiment sur le trottoir. Ils roulent assez vite et ça peut être dangereux. Donc même quand je me déplace latéralement sur le trottoir, j'ai le réflexe maintenant de regarder s'il n'y a pas un scooter. Et regardez, c'est quand même assez incroyable. Les scooters attendent au passage piéton. C'est quand même fou. Mais regardez, c'est assez étonnant de voir les scooters qui attendent comme les piétons. Voilà, j'ai failli me faire écraser encore. Non, c'est incroyable. Après, il faut accepter aussi, quand on voyage, forcément, on a des grosses différences culturelles. En Chine, il y a forcément énormément de différences culturelles. Tant que les locaux ne râlent pas, alors je ne vais pas râler. Je ne vais pas faire mon français qui râle, alors qu'ici, c'est tout à fait commun. Même quand on traverse, là, vous voyez, je vais traverser, c'est vert pour moi, mais il faut toujours faire attention, car les voitures, des fois, forcent un peu le passage. Il faut être vigilant, donc il faut accepter, même si c'est parfois un petit peu énervant d'avoir des scooters qui nous frôlent comme ça. Mais bon, voilà, encore un scooter. Voilà, c'est normal, tout va bien. Regardez, c'est fou quand même. Hein, ça s'enchaîne, scooter sur scooter.
Et encore un qui slalom. Et regardez, je trouve ça vraiment génial. Je suis en plein cœur de la ville de Chengdu. Je suis dans un temple traditionnel, ancien très certainement. Et juste derrière, on a des buildings en fait. C'est vraiment bien intégré. C'est assez spectaculaire de voir ces temples. Alors quand on dit temple, c'est plusieurs temples en fait. C'est un complexe composé de plusieurs temples actifs. Hein. J'entends des gens qui prient. Et avec les tours modernes juste à côté, à quelques mètres. Dans le temple, on retrouve le fameux panda. C'est une boutique dans le temple. C'est original. Et alors en Chine, les espèces ont quasiment disparu. J'en ai très peu vu. Je paye tout avec mon téléphone. Les gens ici payent tout avec leur téléphone. Ils ont des applications dédiées qui sont reliées à leur compte bancaire. Et ce qui est assez incroyable, c'est que même ici, on a une boîte de donation qui se fait avec un QR code. Vous scannez le QR code avec votre application de téléphone et vous faites la donation. On trouve ce QR code partout, c'est assez incroyable. Voilà le QR code. Vous le scannez et vous faites votre donation. Et alors jusqu'où ça va l'utilisation de QR code et l'absence, la quasi-disparition des espèces. J'ai déjà vu des personnes, des mendiants qui avaient une petite carte sur eux avec ce QR code. Donc c'est assez étonnant. Tout se paye vraiment avec son téléphone. Même si vous achetez quelque chose à quelques centimes, une petite bouteille d'eau, eh bien vous scannez le QR code du marchand avec votre téléphone. Alors c'est très pratique dans un sens. Il n'y a plus besoin de se promener avec des espèces, avec sa carte bancaire. Juste son téléphone, ça suffit. On utilise ici énormément le téléphone. J'ai vu vraiment beaucoup de monde passer son temps sur le téléphone en marchant dans la rue, la tête baissée, rivée sur le téléphone. Également dans les transports, c'est assez incroyable. Tout le monde dans le métro est sur son téléphone. C'est hallucinant. Ils sont vraiment archi connectés ici. Alors après, à chacun son opinion dessus sur l'évolution de ces technologies et de ces comportements sociaux. Une des conséquences plutôt négatives à mon goût, c'est que le fait de payer tout avec son téléphone eh bien, fait que toutes les transactions sont traçables. Donc après, en termes de liberté, eh bien, on a quelques limites ici et c'est assez symbolique ce qui se passe en Chine en termes d'évolution de comportement, évolution des technologies. On a quelque chose qui s'apparente à un futur qu'on va bientôt voir venir en France, je pense, en Europe. Et ça peut paraître un petit peu dystopique parfois. Ça peut faire peur. Voilà, après chacun aura son avis sur la question. On a beaucoup de galeries de ce type-là, galeries extérieures, qui changent des grands centres commerciaux habituels qu'on peut trouver dans les grandes villes asiatiques. C'est assez sympa, c'est calme. Chengdu, c'est une ville vraiment très chill, très relax. Il fait bon vivre ici, je suppose. En tout cas, il fait bon se promener dans les rues. On ne sent pas qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'habitants. La ville est grande, mais même dans les axes très fréquentés, on est samedi,
C'est un quartier très commerçant où les gens viennent sortir, se promener. Alors c'est vrai qu'on a des boutiques un petit peu de luxe dans le coin, donc peut-être qu'il n'y a pas grand monde à cause de ça. Mais c'est très, très relax, petite musique d'ambiance. Alors il y a quelque chose qui m'étonne, qui m'épate même ici en Chine, c'est à quel point c'est silencieux. Alors j'exagère quand je dis silencieux, mais regardez derrière moi. Je suis dans un carrefour à Chengdu, la 6e plus grande ville du pays. Regardez, il y a beaucoup de monde. Et en fait, c'est pas bruyant du tout. Il y a quelques klaxons, mais on n'entend aucun moteur de voiture. On a une quantité de voitures, de motos, scooters. Et c'est très calme, c'est-à-dire que la plupart des véhicules sont électriques. Et ça fait vraiment du bien d'être dans une grande ville et de ne pas avoir une pollution sonore. À vrai dire, c'est quelque chose que j'appréhendais en Chine. Je me suis dit, je vais aller visiter des grandes villes, ça va être bruyant, chaotique. Et au final, en ayant passé 3 à 4 mois à Bangkok il y a quelques semaines, je peux dire que Bangkok c'est chaotique, même si je m'y suis habitué. Rien à voir avec les villes chinoises. C'est la 2e grande ville chinoise que je fais et c'est vraiment très surprenant de voir que c'est pas du tout bruyant et c'est agréable, que ça soit dans des grands carrefours en pleine journée ou le soir. Et ça, c'est vraiment significatif, j'ai l'impression, des grandes villes chinoises de ces dernières années. Ce qui a beaucoup changé, c'est certainement le parc automobile qui est exclusivement, quasiment du moins, électrique. Et je peux vous dire qu'en termes de pollution sonore, eh bien ça change beaucoup de choses. Jinli Street, c'est une attraction incontournable à Chengdu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. En plus, on est dimanche. Et c'est une rue reconstituée à l'ancienne. C'est des rues typiques qu'on avait il y a très longtemps, à l'époque des dynasties Ming notamment. Alors c'est reconstitué d'une certaine manière parce que c'est rempli de magasins et de petits restaurants où ils vendent également des snacks. Donc c'est intéressant de venir ici, et surtout pour l'architecture des maisons, on le voit. Jinli Street à Chengdu est un incontournable quand on visite la ville, mais c'est très touristique. C'est très joli, c'est très sympa, il y a beaucoup de monde et on peut s'échapper un peu de cette foule en allant au temple Wuhu qui est juste à côté. Et déjà, on a beaucoup moins de monde parce que c'est payant, bon, ça coûte à peu près 6 € je crois, et c'est très paisible. On arrive sur un ensemble de temples, on a beaucoup de jardins avec beaucoup de bonsaïs, une petite rivière et c'est très reposant, très relaxant. Donc si vous êtes à Jinli Street, n'hésitez pas à passer par ce temple. Je suis arrivé à un lieu incontournable lors d'une visite à Chengdu. C'est le People's Park, dans lequel viennent les locaux, pas que des touristes. Essentiellement, ce sont des locaux qui prennent le temps de se relaxer ici, qui prennent le temps de se voir entre amis, de jouer aux cartes, au domino également, de danser. Beaucoup de seniors, c'est marrant de voir le soir ou le matin de bonne heure des seniors danser. J'ai jamais senti
de stress ici. J'ai toujours senti du calme. On peut le voir d'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Et c'est paisible. Les gens ne parlent pas fort ici. Ils sont concentrés à jouer aux cartes. Donc que des seniors quasiment. Et c'est un parc très bien entretenu. En Chine, il n'y a pas beaucoup de touristes occidentaux. Ils sont essentiellement à Shanghai, à Pékin. Mais si on va dans d'autres villes, dans d'autres régions comme le Sichuan, on va se retrouver parfois tout seul pendant des journées. Il m'arrive de passer des journées sans croiser un seul occidental. Je sens à travers le regard des locaux parfois beaucoup d'interrogations. Et alors, ça peut être saoulant au bout d'un moment, quand toute une journée on a beaucoup de regards qui se posent sur nous, on s'y habitue. Après, le côté sympathique aussi, c'est que des gens viennent nous parler, ils parlent très peu anglais. Ça, c'est vraiment un côté très négatif. Donc pour échanger, c'est compliqué, même si j'ai mon téléphone avec l'application de traduction. C'est quand même très sympa de voir qu'il y a des curieux. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes. J'ai eu des enfants qui sont venus vers moi, des seniors, des gens de mon âge, des hommes, des femmes, pour essayer de parler avec moi en chinois la plupart du temps. Donc malheureusement, la limitation linguistique fait qu'on ne peut pas échanger concrètement. Et ça, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver quasiment le seul Européen. Alors, je ne suis pas le seul Européen, mais il y a ce sentiment, voilà, un sentiment d'exclusivité. Dans ce parc, le People's Park, ainsi que dans d'autres parcs en Chine, notamment à Shanghai, il me semble, on a des endroits assez particuliers dans lesquels on va trouver des affichettes de couleur bleue ou de couleur rose. Regardez derrière moi, il y a beaucoup de pression, une pression sociale très dure, pression également sur le monde du travail. Et pour faire des rencontres, c'est pas évident. Alors ce qui se passe, c'est que dans certains parcs, comme ici, eh bien, les gens viennent poser des annonces. Donc les affiches bleues, ce sont les hommes qui postent une annonce à la recherche d'une épouse. Sur ces affiches, on retrouve ce qu'on trouve généralement dans les petites annonces. Il y a quand même un aspect financier dans les relations hommes-femmes. C'est-à-dire que sur quasiment toutes les fiches, il est fait allusion pour les hommes, leur salaire, leur poste professionnel, c'est quelque chose de très important. Et de l'autre côté, on va voir un peu plus loin, voilà, c'est derrière, on a les affiches roses. Et la plupart du temps, sur les affiches roses, donc les affiches des femmes qui passent une petite annonce, un des prérequis pour les femmes, c'est que leur homme ait un bon revenu et un bon poste. Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect financier qui est assez particulier ici en Chine. Un homme riche aura beaucoup plus de facilité de se mettre en couple qu'un homme qui n'a pas forcément une situation économique stable. Le physique n'importe pas vraiment, et pour preuve, il n'y a aucune photo sur les affiches. Là, j'arrive sur la partie annonce féminine. Et alors, quelque chose d'assez amusant, les numéros de téléphone qui sont indiqués sur les fiches roses, les fiches bleues, je ne sais pas, mais ce sont les numéros de téléphone des parents. Donc si un homme est intéressé par une fiche, il va devoir appeler et contacter les parents de la jeune fille. Et on voit ici dans le parc, il y a beaucoup de seniors, donc je suppose que ce sont des parents. C'est souvent des parents qui sont entremetteurs. J'ai déjà vu des parents discuter, j'ai l'impression un peu business en quelque sorte. C'est particulier pour nous, Européens. C'est, je ne sais pas depuis quand ce système existe en Chine. Ça fait partie de la culture actuelle du moins. C'est assez banal de voir ça dans les parcs des grandes villes. Donc voilà, tout ça, ce sont des cœurs à prendre féminins. Pour cette nouvelle visite, je me prépare à affronter la foule et ça va être assez rude, j'ai l'impression. Je suis à Quanzai Alley. Ce sont 3 ruelles anciennes qui ont été restaurées et qui revêtent un aspect mi-culturel, mi-commercial. On y trouve a priori des galeries ou des expositions, également de quoi manger ou de quoi boire. C'est un des endroits les plus visités à Chengdu. Et il y a beaucoup de monde. Je suis tombé un week-end, là malheureusement, c'est pas le meilleur moment de la semaine. Mais c'est pas grave, je commence à être habitué. Alors je peux comprendre que ça peut déranger, notamment avec notre vision occidentale, de voir qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont faux, entre guillemets. J'entends par là qu'ils ne sont pas authentiques, c'est pas la pierre d'époque. Mais je trouve ça génial quand même qu'ils aient conservé, qu'il y ait vraiment cette volonté de conserver un patrimoine culturel à travers des bâtiments restaurés et des ruelles complètes qui sont restaurées.